recherche Ancestras. Ancestras, c'est un projet qui commence à Strasbourg, qui va durer 5 ans, sur la restitution des restes africains dans les collections anatomiques de l'Université de Strasbourg. Et donc ces restes vont être restitués dans 5 ans à la Namibie et au Cameroun. Donc cette question, elle est d'actualité. Liliane, c'est une forme de réparation aussi, qui vient beaucoup plus tardivement que celle qui concernait les restes des Juifs. Ce n'est pas la même urgence en Europe, mais la question maintenant est abordée collectivement avec un soutien financier de l'Europe. Les autres remarques, c'est le traité de Francfort auquel tu as fait référence, à un moment, et la Commune de Paris. Tu as évoqué la Commune de Paris, mais c'est important de toujours rappeler que la Commune de Paris, fin mai 71, est précédée par le traité de Francfort. Ça veut dire que les Versaillais et les Prussiens décident de donner l'Alsace et la Moselle à la Prusse, à l'Allemagne, pour permettre aux Versaillais de réprimer la Commune de Paris. Et donc chez nous, c'est particulièrement sensible avec le Soviet du 11 au 22 novembre 1918. Il y a une rue à Strasbourg, la rue du 22 novembre, qui est dédiée à ce Soviet peu connu, où, une fois de plus, les forces bourgeoises, celles qui l'emportent et celles qui perdent, s'unissent pour réprimer les mouvements révolutionnaires populaires, que ce soit la Commune de Paris ou que ce soit ce Soviet du 11 au 22 novembre 1918 dans toute l'Allemagne. L'autre chose, c'est Oradour. On a travaillé ici sur Oradour-sur-Glane parce que dans la division Das Reich, il y avait des Alsaciens du côté des bourreaux et du côté des victimes. Et ce qui s'est passé, c'est que le général de Gaulle, que tu as cité plusieurs fois, a eu une sorte de génie politique. Il a commémoré ce massacre dès l'année suivante, le 10 mai 1945. Il commémore le massacre d'Oradour-sur-Glane pour signifier que la France est martyre et résistante. Et pour ce faire, il va mettre sur le plateau de l'unité nationale les Alsaciens et les Moselans, qui vont passer pour toujours pour des traîtres et pour des volontaires. Et ça va se traduire en 2005, quand la France commémore, je m'arrête là-dessus. Je voulais savoir, Alfred, quelle était l'adresse de ton coiffeur? C'est hors sujet. Pardon. Je m'arrête là-dessus. Juin 2005, on commémore le mémorial d'Alsace-Moselle. Chirac ne va pas venir sur la pression de la communauté juive de Strasbourg, qui va accréditer la thèse que les malgré nous sont des volontaires. Et Chirac va envoyer à cette commémoration, non pas le secrétaire d'État aux anciens combattants, qui à l'époque s'appelait M. Mekachera, il va envoyer son seul ministre d'origine alsacienne, François Loos, pour signifier en 2005 que l'histoire des malgré nous ne fait pas partie de l'histoire de France, ni de l'histoire de l'Europe, mais que c'est une extra-histoire qui empêche de comprendre le totalitarisme nazi. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. J'espère que c'est passé en direct sur la feuille de chou. Merci. Ah, et la question, c'est la question que j'ai posée à Raphaël. Comme il n'y a plus de questions, vous pouvez terminer là-dessus. Alors, sur la question d'Emmanuel. Sur la question d'Emmanuel, alors, même si les involutions politiques, culturelles et les raisons de se réjouir sont pour le moins difficiles à trouver, la question d'Emmanuel, le couplet d'Emmanuel, pardon, a relativement plutôt évolué positivement dans la mesure où on trouve aujourd'hui dans les manuels de l'enseignement secondaire des extraits du Code noir de 1785, dont il faut quand même rappeler qu'il n'a été aboli qu'en 1794, c'est-à-dire 5 ans après la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789, ce qui est pour le moins singulier, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des droits humains et des droits de l'homme, comme on disait à l'époque, pour comprendre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen devait emporter immédiatement, par principe, l'abolition immédiate de l'esclavage. Mais les constituants comme les conventionnels, le forçage en la matière, ont pour le moins tardé. C'est la raison pour laquelle, lassés encore une fois des atermoiements révolutionnaires puis républicains, les esclaves effectivement se révoltent à Saint-Domingue et arrachent l'abolition de l'esclavage que la France révolutionnaire puis républicaine ne leur avait pas accordée en s'appuyant, parce que tout esclaves qu'ils étaient, ils connaissaient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, droit naturel d'ailleurs qui est rarement cité, puisque dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a marqué, et les constituants tenaient beaucoup à cela, une fois qu'ils ont établi le cadre général, définissent quels sont les droits naturels et imprescriptibles. La liberté, la propriété, la sûreté et le droit de résistance à l'oppression. Comme par hasard, celui-là est souvent oublié. C'est étrange. Et les esclaves, tout le moins qu'ils étaient, ont compris que le droit de résistance à l'oppression, ça les concernait au premier chef, et donc ils se sont révoltés. La France étant, faut-il le rappeler, le seul pays au monde où l'esclavage a été rétabli par la grâce de celui qui jouit encore aujourd'hui d'un mausolée en plein cœur de Paris, à savoir Napoléon Ier, dont on nous dit, dont les juristes sont très fiers de dire qu'il a été effectivement, et il l'est, c'est vrai, le responsable politique de l'élaboration du Code civil que l'humanité nous a envié et a photocopié, en oubliant ceci que oui, le Code civil c'est beau, c'est admirable, c'est français, c'est cartésien, sauf que relativement à la situation de la femme, le Code civil est une extraordinaire régression, y compris par rapport aux acquis révolutionnaires. Napoléon Ier, qui en matière de bons mots s'y connaissait, en tout cas à qui on passe beaucoup, aurait dit à peu près ceci: les entrailles de la femme appartiennent aux hommes, et effectivement cette conception tout à fait patriarcale et masculiniste trouve sa traduction juridique dans le Code civil, puisque dans le Code civil de 1804, les femmes sont des mineurs dans l'ordre civil et politique et sont, du point de vue juridique, placées sur le même plan juridique que les criminels et les incapables. Bien. Et donc Napoléon rétablit l'esclavage en 1802, ce pourquoi il faut que Victor Schœlcher y revienne une seconde fois sous la Seconde République. Ouf! La République est enfin fidèle à ses principes, elle abolit l'esclavage, gloire à elle, on transfère les cendres de Victor Schœlcher au Panthéon, mais on célèbre Napoléon Ier en même temps. Je ne sais pas comment ils le font, ils sont d'une souplesse et d'une admirable. J'avoue que je ne suis pas aussi souple et que j'ai quelques raideurs physique et intellectuelle à pouvoir à la fois aller m'incliner pieusement devant le tombeau de Napoléon et m'incliner pieusement devant le tombeau de Victor Schœlcher au Panthéon. Mais soulignons quand même ceci, petit bémol et petite incise du décret très glorieux de 28 avril ou 27 avril 1948. Il y a un petit élément à la fin sur la question des réparations. Mais qui, après avoir qualifié l'esclavage de crime de lèse-humanité, donc quasiment après avoir qualifié l'esclavage de crime contre l'humanité, parce que la qualification peut être interprétée comme les podromes de cette qualification-là. Oui, formidable. Et donc ça laisse supposer qu'après avoir qualifié l'esclavage de crime de lèse-humanité, c'est bien aux esclaves qu'on donne des réparations. Non, ce sont les propriétaires d'esclaves qui vont avoir droit à des réparations, au motif que, article 44 du Code noir, puisque les juristes du grand siècle ont longtemps débattu de cette affaire, quelle est la caractérisation juridique des esclaves? Bien meubles ou immeubles? Ils ont tranché, bien meubles. Parce que, évidemment, si vous voulez vendre et traiter des esclaves sur les marchés, il faut pouvoir les déplacer, donc ils sont traités comme des biens meubles. Et les juristes connaissent parfaitement la distinction entre bien meuble et immeuble. Un bien meuble, c'est une table, une chaise, une tête de bétail, un esclave. Et donc, article 44 du Code noir, bien meuble, et donc la Seconde République, dans sa grande sagesse, et pour des raisons à la fois politiques et juridiques, accorde des réparations aux propriétaires d'esclaves. Autrement dit, ils ont gagné en exploitant les esclaves et ils ont gagné après l'abolition de l'esclavage. Formidable. On trouve des éléments dans les manuels scolaires, des extraits de la question de Vaz, de Henri Alec, donc sur la torture en Algérie. Le problème n'est plus, d'ailleurs maintenant, n'est plus celui du contenu des manuels scolaires que de l'enseignement effectif de la colonisation.
Et c'est là où la question de la reconnaissance est très importante. Et c'est là où la question des gauches politiques et de la mise à l'agenda politique de cette question de la reconnaissance est également très importante. Pourquoi? Je vais faire un parallèle en précisant immédiatement quelle est la nature du parallèle et de la comparaison. Il ne s'agit pas de comparer terme à terme les crimes. Parce que dans un cas, il s'agit d'un crime de génocide, dans l'autre, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Mais, qu'est-ce qui, en France, a permis qu'aujourd'hui, effectivement, pas un étudiant de L1, N2, et pour cause, il ignore ce qui a été perpétré par les nazis de la destruction d'Europe, de la destruction des Juifs d'Europe et la collaboration du régime de Vichy, c'est la déclaration faite en 1995 par Jacques Chirac, par François Mitterrand, reconnaissant enfin et effectivement ce qu'a perpétré le régime de Vichy. Et cette déclaration-là, cette reconnaissance-là change tout. C'est à partir de là, en effet, que le contenu des manuels scolaires va être radicalement modifié, et que non seulement le contenu des manuels scolaires va être radicalement modifié, mais que le contenu de l'enseignement va être radicalement modifié. C'est la raison pour laquelle je pense que la question de la reconnaissance n'est pas une question marginale et secondaire. C'est une question politique et symbolique absolument essentielle, parce que si cette reconnaissance avait lieu relativement aux crimes coloniaux, on est en droit d'attendre à peu près les mêmes effets, ou en tout cas, les enseignants du secondaire, à la différence des enseignants du supérieur, pourraient s'appuyer sur cette déclaration pour dire « ça a été reconnu par les plus hautes autorités de l'État, donc nous sommes parfaitement légitimes à consacrer du temps à l'étude et à la transmission de l'histoire coloniale, ce qui, pour le moment, effectivement, n'est pas le cas, parce que ce qui se passe aux États-Unis à drapeau déployé, c'est-à-dire la remise en cause radicale des sciences humaines, des sciences sociales, de la philosophie, rabattue du côté du wokisme et de l'islamo-gauchisme. D'abord, rappelons que les affaires et ces accusations en France ont commencé bien avant l'élection de Donald Trump à la présidence de la République. Et là, les élites politiques, partisanes françaises portent une responsabilité majeure dans la disqualification politique de l'institution universitaire et du CNRS. Je pense en particulier à Jean-Michel Blanquer, qui, en matière d'exploitation démagogique d'événements dramatiques, et c'est évidemment l'assassinat dans les conditions que l'on sait de Samuel Paty, est un orfèvre, puisqu'au lendemain de cet assassinat, il désigne nommément, et c'est la première fois sous l'institution, sous la Ve République, je n'ai pas connaissance de faits similaires avant, où il désigne nommément comme institution en proie à l'islamo-gauchisme et au wokisme, non pas quelques universitaires dénoncés en raison de leur prise de position citoyenne, comme on dit aujourd'hui, ce qui par le passé est arrivé. Il ne s'en prend pas à quelques universitaires, il s'en prend à l'institution universitaire au CNRS en tant que telle, en considérant que ces deux institutions sont en proie à ces deux phénomènes. Tant et si bien que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas la peine de s'encombrer la mémoire de nom, et qui ne mérite qu'une chose, c'est de rentrer dans les poubelles de l'histoire. Cette ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont j'ai oublié le nom, a évidemment, en mode fidèle du gouvernement et soucieuse de justifier le poste qu'elle avait, a immédiatement diligenté une enquête qui n'a pas connu le début du commencement du moindre commencement, parce qu'il n'y avait pas véritablement d'objet sur lequel enquêter. Bon. Il n'en reste pas moins que, effectivement, nous sommes, et là relativement à la France, dans une situation d'attaque, à la fois politiquement assumée contre la société universitaire, mais d'attaques qui sont beaucoup plus, si je peux dire, sournoises, et d'une certaine façon beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire des budgets toujours plus contraints pour l'université et le CRS, dans un contexte d'augmentation toujours significative du nombre d'étudiants, avec comme conséquence, effectivement, la suppression de certains cours et, dans certains cas, la disparition de départements entiers, et notamment la remise en cause d'un département de philosophie qui a été un département très prestigieux de l'université de Vincennes et de Paris 8, qui est entre autres le département de philosophie. Ceci pour dire, donc, là aussi, là encore, les attaques contre l'institution universitaire contre les sciences humaines et sociales et la philosophie, il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté de l'Atlantique pour y être confronté. Et là aussi, et là encore, on serait en droit d'attendre des gauches politiques, non seulement qu'elles mettent la question de la reconnaissance au bout de l'agenda politique, mais qu'elles défendent de façon bec et ongle la question des universités et l'indépendance de la recherche et des libertés académiques. Petit insiste quand même,
sur cette affaire, là aussi et là encore, que ce scandale n'ait pas suscité un scandale est un scandale, dire le fait qu'une initiative prise par un membre du Collège de France relativement à la question de l'histoire de la Palestine et de la Cisjordanie ait été finalement de facto interdite. Il y a le seul précédent, parce qu'il y en a un, le seul précédent, c'est sous le Second Empire, où effectivement, le Second Empire et ce vaillant Napoléon III, alors c'est pas que lui qu'on tentait d'interdire, a démis de ses fonctions au Collège de France Ernest Renan pour l'enseignement qu'il y professait, notamment relativement à un texte qu'il avait publié sur la religion. Et là aussi, là encore, il est quand même tout à fait extraordinaire que ce scandale n'ait pas suscité de réaction publique. Élite politique, oui, bien sûr, alors il faut ajouter élite politique, académique, médiatique et économique, d'hier et d'aujourd'hui. Alors vous avez cité Jules Ferry, vous avez raison, parce qu'il a joué un rôle absolument fondamental dans la construction de la République impériale, mais il n'était pas seul. Il faudrait aussi citer Victor Hugo, parce que, oui, d'accord, Victor Hugo, grand écrivain républicain, oui, assurément. Mais lequel Victor Hugo, qui, lorsque le général Bugeaud est nommé gouverneur général de l'Indochine, de l'Algérie, salue la nomination du général Bugeaud. Alors on peut dire, petite erreur du passé, oui, après tout, on a le droit de se tromper, et on a le droit de reconnaître ses erreurs, sauf que là, c'est pas exactement une erreur, parce que Victor Hugo, à l'occasion d'un banquet célébrissime pour célébrer en l'honneur, enfin, pour célébrer l'abolition de l'esclavage en présence de Victor Schœlcher, prononce un discours qui est accessible sur Internet, qui s'appelle Discours sur l'Afrique, qui est un discours, alors, sur la forme extraordinaire, c'est beau, c'est gaulien, c'est enlevé, c'est magnifique, mais le fond, Victor Hugo se présente comme un disciple admirable, extraordinaire, et comme pas simplement un disciple, comme un artisan remarquable de tendant à légitimer la République impériale, puisqu'il tient à peu près ce langage: l'Afrique n'est à personne, prenons-la. L'Afrique est à personne, prenons-la. C'est au fond un territoire sans peuple pour un peuple sans territoire. Et il ajoute, parce que comme Renan, qui avait dit et qui avait écrit ceci, une nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme, et quand Renan pensait ça, le spectre du socialisme n'était pas du tout lointain et évanescent. Ce à quoi il pensait, c'est exactement, évidemment, la Commune de Paris. Et Victor Hugo, comme beaucoup de ses pairs PAIRS, est lui aussi convaincu qu'une nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme. C'est la raison pour laquelle Victor Hugo déclare dans ce magnifique discours: transformons nos prolétaires en propriétaires. Et donc Victor Hugo, comme Renan, comme une partie des élites politiques de la Troisième République, est absolument convaincu que la construction de l'Empire pourra contribuer pour partie à la résolution de la question sociale, c'est-à-dire à faire en sorte que la République échappe enfin au spectre de la Révolution. Les scribes du roman national républicain, du roman impérial républicain sont encore là, au moins par leurs écrits, et dans des institutions particulièrement prestigieuses ou perçues comme telles, l'Académie française que les révolutionnaires avaient supprimée, qui ont été rétablies d'ailleurs par Napoléon Ier, on lui doit beaucoup à celui-là, puisque Pierre Nora, disparu récemment, dans ses derniers écrits, reprenait la doxa impériale républicaine en apportant évidemment la légitimité scientifique de ses glorieux écrits et la légitimité académique de son costume et de son épée, en considérant qu'effectivement la colonisation visait à réaliser les idéaux universalistes de la République, comme ça. Il avait été rejoint précédemment par Alain Finkielkraut, qui dans un entretien au Haaretz il y a de cela longtemps, je crois que c'était en 2005, regrettait qu'on n'enseigne plus aux chères têtes blondes des écoles, parce que pour Alain Finkielkraut, je suppose qu'il n'y a que des têtes blondes dans les écoles, puisqu'il est adepte du grand remplacement. Donc,
doit trouver qu'il y a beaucoup de têtes qui ne sont pas blondes et qui ne devraient pas être dans les écoles et les écoles de France. Bon, bref. Passons. Regretter donc qu'on n'enseigne pas suffisamment le fait que la colonisation avait pour objectif la civilisation et son compère en écrit et en idéologie, qui pense avoir découvert le fil à couper le beurre, et qui prend ses fortes pensées, qui prend ses opinions pour de fortes pensées. Pascal Bruckner oppose lui aussi dans un texte paru récemment la colonisation française, forcément portée par le désir d'exporter la culture et la civilisation française, versus la colonisation britannique et espagnole, vouée à l'exploitation des territoires et des indigènes, alors qu'évidemment ce n'était pas du tout l'objectif poursuivi par la France, comme chacun sait. Décolonisation de la République, oui. C'est la raison pour laquelle il me semble nécessaire effectivement de supprimer et de remplacer les noms d'avenues lorsqu'elles s'appellent Bugeaud d'un autre nom, que je rejoins un islamo-gauchiste patenté et reconnu comme tel. Je suis un peu et singulièrement troublé parce qu'il trouve que j'ai participé à un colloque à l'Assemblée nationale, dans une salle tout près de la salle Colbert de l'Assemblée nationale. La salle Colbert de l'Assemblée nationale, ça veut donc dire que la salle de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la 5e République, continue d'honorer Colbert en lui donnant le nom d'une salle, et il se trouve que non seulement cela, mais Colbert n'est pas simplement honoré parce qu'il a une salle, il est aussi honoré parce qu'il a une statue devant l'Assemblée nationale. Autrement dit, il y a une statue de Colbert devant le temple prétendument républicain de l'Assemblée nationale, et ça ne choque que Jean-Marc Ayrault et quelques autres. Et donc là aussi, la décolonisation de la République, il me semble que cette statue devrait être enlevée, non pas pour être détruite, mais comme tu l'as dit très justement, pour être placée dans un musée de la colonisation, où il serait indiqué précisément enfin, pour l'édification de celles et ceux qui fréquentent les écoles de la République, qui a été Colbert, ce qu'on lui doit, mais expliquer aussi pourquoi le roman national républicain a intégré Colbert au roman national républicain et au roman impérial républicain, qui évidemment pose quelques petits problèmes. Alors, pour le reste, j'ai traité de ces affaires dans un ouvrage précédent, Racisme d'État, État raciste, une brève histoire que tu as citée. Sur la restitution, il y a la restitution du crâne d'Ataï à la Kanaki de Nouvelle-Calédonie. Et je finirai juste sur ce point parce que j'ai parlé des milices européennes à l'occasion du juillet 1945. Mais n'ayons pas la naïveté de croire que le recours aux milices coloniales n'appartient qu'à un passé qui serait complètement passé, parce que ce qu'il s'est passé en Nouvelle-Calédonie en 2025 a vu ressurgir les milices coloniales. Et là aussi, là encore, il est quand même stupéfiant qu'au vu et au su de l'État français, au vu et au su de l'administration coloniale en Kanaki, au vu et au su des forces de l'ordre, police et gendarmerie, que des Caldoches aient pu, à Nouméa, s'armer et être présents sur les barrages, autrement dit, remettre en cause le monopole que doit exercer l'État sur la violence physique, et qu'une fois encore, ces milices coloniales ont été effectivement permises par l'État colonial pour rétablir au plus vite l'ordre colonial en Nouvelle-Calédonie. Et donc cette affaire, encore une fois, n'est pas un passé passé, mais un passé présent, et compte tenu de ce qui s'annonce, à la fois au plan politique en métropole et à ce qui ne s'est pas passé en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, je crains fort que la question de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie soit à l'agenda politique aux élections présidentielles et à l'agenda politique après les élections, pour les raisons que vous savez. Non, si jamais vous avez d'autres questions, on peut continuer, ça ne me pose aucun problème. Je crois que... Il y a quelque chose qui m'a fait sursauter. Quand vous avez dit que Trudeau ou Hollande ont dit on va rendre les prolétaires propriétaires, ça m'a fait penser à quelque chose qui s'est passé en 1960. On va permettre l'acquisition des appartements en copropriété
à la population, parce qu'avant la copropriété n'existait pas. Tous les immeubles étaient indivises. Je pense que l'explosion de la copropriété au tournant des années 60-70 est justement une possibilité de devenir propriétaire pour les gens. Peut-être je ne connais pas l'histoire politico-juridique de la copropriété. Est-ce que nous n'assistons pas aussi un peu indirectement en ce moment à la préparation de ce qui continuera à se passer? Parce que quand on entend très souvent dire que ce n'est pas avec les générations qui ont connu la période coloniale ou qui ont pu assister aux périodes des massacres qu'il faut discuter, on le fera avec les jeunes générations. Est-ce que ce n'est pas encore une manière de continuer à ce que la vérité ne soit pas sûre? Ça, c'est une des questions. Et puis, l'autre question que je me pose, quand je me dis il vaudrait mieux, quand vous dites qu'il faut les rues débaptisées, je ne suis pas pour cette approche. Je dirais qu'il faudrait, puisque si c'est une rue, il y a deux côtés, il faudrait laisser le nom de la personne et mettre le nom de quelqu'un qui s'est battu pour faire. Parce que sinon, un jour, on risque encore de nous dire que ça n'a jamais existé, que Bugeaud n'a jamais rien fait. Bon, ça, c'est une question. Si la France reconnaissait pleinement certains massacres coloniaux comme des crimes comparables à Ouagadougou, quelles conséquences cela aurait-il concrètement pour la mémoire nationale, l'enseignement de l'histoire et la responsabilité de l'État? Il y a des gens qui partent progressivement. Donc n'oubliez pas de regarder le livre d'Olivier Le Courant, qui est tout à fait là au fond. Sur la question que vous avez posée, c'est la raison pour laquelle j'ai précisé tout à l'heure qu'il me paraissait évidemment essentiel de se battre et d'exiger, non pas seulement la reconnaissance par aux autorités de l'État des crimes coloniaux commis par la France, mais également exiger de l'État, et c'est une forme de reconnaissance bien sûr, la mise en place d'un véritable musée de la colonisation, ce qui pour le moment n'existe pas, quand même il y a le musée de l'immigration à Paris, mais qui est un musée de l'immigration, qui n'est pas à proprement parler un musée de la colonisation, lors même qu'il est installé dans les locaux de ce qu'il reste de la terrible et sinistre exposition coloniale internationale de 1931, organisée par la Troisième République, commissaire Lyotet, dont il faut rappeler que pour la énième fois ont été présentés dans le cadre de cette exposition coloniale de véritables zoos humains, lesquels existaient antérieurement. Le jardin d'acclimatation, à l'origine, avait pour objectif de réunir à la fois si je puis dire, des plantations, des produits venus des colonies, mais le jardin d'acclimatation a fonctionné très vite à la fin du 19e et au début du 20e siècle comme véritable zoo humain où des populations indigènes ou des représentants des populations indigènes étaient offerts en spectacle aux populations françaises afin de leur faire comprendre ceci, c'est qu'en tant qu'ils appartenaient à la France, au peuple français et aux Européens, ils étaient évidemment situés au sommet de la hiérarchie raciale, la preuve, ces indigènes, et qu'ils pouvaient contempler. Non pas faire disparaître et détruire, mais faire éventuellement disparaître de l'espace public pour faire apparaître dans les musées coloniales ou
Je prends ce cas parce qu'il se trouve que j'ai été sollicité pour la chose. Il se trouve qu'à Périgueux, il y a une statue de Bugeaud en plein centre de la ville, parce que Bugeaud est périgourdin, et que la Troisième République, entre autres, alors c'est peut-être antérieur à la Troisième République, a jugé évidemment nécessaire d'honorer ce grand maréchal. Et donc la mairie socialiste de Périgueux m'a sollicité, et sur le fond, c'est une disposition qui me convient, même si sur le fond je pense qu'il faudrait enlever la statue et la placer dans un musée, mais au moins on m'a sollicité pour rédiger le cartel qui se trouve au pied de la statue, et j'ai rédigé le cartel en toute liberté. Je l'ai envoyé à la mairie en me disant, écoutez, maintenant je vous ai rédigé le cartel, vous en faites ce que vous voulez, et je ne serai pas responsable de ce qui sera effectivement affiché. Or, il se trouve que le cartel est très clair, il reprend globalement ce que j'avais écrit, en rappelant que, encore une fois, Bugeaud n'a pas simplement été le bourreau des indigènes, mais qu'il a été l'adversaire acharné de la République par les armes et par les cris, et qu'il est évidemment pour le moins singulier de l'honorer. Alors, sur la question que vous avez posée, il me semble que j'y ai déjà en partie répondu, c'est-à-dire que je pense que la reconnaissance est à la fois un acte politique et symbolique, mais symbolique au sens pas secondaire du terme, au contraire au sens très important du terme, et que ça permettrait encore une fois à la fois d'accentuer et de renforcer le contenu de l'histoire coloniale dans les manuels scolaires, mais plus encore de permettre aux enseignants effectivement de prendre du temps pour enseigner cela, mais ça supposerait aussi, et là ça suppose aussi que les gauches politiques inscrivent cela à leur programme, de faire en sorte que les programmes d'histoire dans le secondaire soient étendus, c'est-à-dire qu'on accorde des heures supplémentaires pour que, effectivement, cette histoire-là soit enfin traitée, et bien traitée, et non pas mal traitée dans tous les sens du terme. Alors, de cela, je suis le témoin, si je puis dire, secondaire, dans la mesure où je constate, dans l'enseignement supérieur, la méconnaissance, dans certains cas affligeante et crasse, d'étudiants, y compris à un niveau relativement élevé, de l'enseignement supérieur en ce qui concerne l'histoire coloniale, son histoire à la fois politique, son histoire juridique, parce que m'adressant dans certains cas à des juristes qui sont capables de citer par cœur des articles du Code civil, par cœur des articles de la Constitution de la Ve République, par cœur évidemment des arrêts de la Cour de cassation ou des décisions du Conseil constitutionnel. Lorsqu'on leur parle du Code noir, en général, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et quand on leur parle du Code de l'indigénat de 1875 en Algérie, n'ont évidemment jamais entendu parler de ce code. Et non, évidemment, n'ayant jamais entendu parler de ce code, n'ont évidemment jamais entendu parler de l'extension de ce code à l'ensemble des colonies de la Troisième République, en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale, en Indochine momentanément, à Madagascar et bien sûr en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Peut-être juste une intervention. Alice, si tu es d'accord, tu veux. Vous êtes fatigué. Tu es fatigué? Ouais. Parce que, allez, il faut meubler parce qu'on a réservé le restaurant à 22h30. Allez, Je peux continuer, je peux participer au meublement si tu veux, ou à l'ameublement. Je vais poser deux questions, Olivier. Est-ce que si le décret Crémieux avait été appliqué aux indigènes, ça aurait changé le sort de l'Algérie et de la démocratie? Est-ce que la guerre aurait été différente ou est-ce qu'il n'y aurait pas eu de guerre du tout? Le décret Crémieux. Et l'autre chose, c'est un témoignage personnel lié au racisme que les guerres d'Algérie ont généré dans l'esprit des Blancs. Ce racisme, il a été transposé à Israël-Palestine, de mon point de vue. Et une partie du ressort qui fait que les Israéliens massacrent les Gazaouis sans aucun état d'âme, sans remords, est liée au fait qu'ils considèrent les Palestiniens comme des sous-hommes. Et de mon point de vue, une partie de ce ressort tragique est liée au fait qu'on n'a pas digéré ni enseigné les guerres d'Algérie en France.
et qu'une partie des juifs qu'on appelle séfarades, et que je représente, profite de l'absence de Jean-Claude Meyer, qui est un juif ashkénaze, pour équilibrer la parole. Et donc, je pense qu'une partie des juifs séfarades, à qui on a enseigné la haine de l'arabe à tort, l'a tellement intégré qu'ils considèrent que, comme je l'avais évoqué, la Shoah leur appartient. Il y a eu un changement de paradigme qui fait que dans les communautés juives, ceux qui portent la mémoire de la Shoah, ce sont les juifs d'origine maghrébine, qui se sont emparés de ce symbole-là pour légitimer systématiquement la politique d'Israël. Depuis les années 80, l'invasion du Liban et Sabra et Shatila, pour résumer. Je vois que la salle est à peu près d'accord. Je voulais te rendre un hommage, Olivier, et te remercier d'être venu de si loin, parce que Paris, nous, on est différents. En Alsace, on n'est pas comme vous. J'avais remarqué, je n'osais pas le dire, parce que tu es dans la perche. Je voulais te rendre un hommage en chanson, c'est tout le monde attend. Tout le monde attend la chanson. Ouais. Alors, c'est lié. Je remercie Alain Arster de son soutien. Non, Oui. reste là. Je me baladais sur le boulevard Haussmann, les bras ouverts à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut Adolphe Thiers. Tu m'as dit n'importe quoi, tu m'as traité de Sacré-Cœur pour annuler la commune. Oh, c'est ça le populaire, oh, c'est ça le révolutionnaire. Heureusement qu'il y a le code Napoléon pour ratatiner tous ces cons. On va continuer à faire partie de l'élite, incontestablement. Tous ensemble. Il est 22h20, c'est bon, vous pouvez y aller. Merci pour votre participation, votre présence. Et merci beaucoup à Olivier pour l'énergie qu'il a mise depuis la qualité de ce propos. Bravo. Non, je vais oublier. Ah oui,